Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue parmi nous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire de présentation à l'occasion, de la sortie du rapport annuel 2023. Une réunion qui a été organisée un peu à la dernière minute, sur une idée de Marina Tellier de la direction, communication. Et une très bonne idée puisque vous voyez, vous êtes, actuellement 33 mais il y a 200 inscrits, donc je pense que voilà, ça va arriver au fil de l'eau. Et vous pourrez poser vos questions. Il y aura 2 salves de questions, une après la présentation des chiffres et une également après, les interventions, les regards croisés sur, le référent odontologue. Et j'en profite tout de suite pour remercier, un panel d'experts, vraiment, important avec, des personnes, référentes sur le sujet. Donc il y a Élise Intermédiaire-Kerléo, je la laisserai se présenter tout à l'heure, Lauriane Mounier-Faro, Éric Landau, Amaury Brandalise et Samuel Gens. Donc un grand merci à vous de vous être rendus disponibles pour cette réunion. Avec donc 2 temps, hein, comme je l'évoquais. Un temps de présentation des chiffres. Alors, les grandes tendances, hein, parce que le rapport annuel, il est d'ores et déjà en ligne, sur le site de l'Observatoire. Vous verrez, bon, il y a beaucoup de données disponibles. Nous n'aurons pas le temps, évidemment, de toutes les détailler ici, mais je vais vous en livrer les grandes lignes. Donc les intervenants pour la deuxième partie, donc je l'ai dit, c'est Maître Diens, Élise Intermédiaire-Kerléo, Amaury Brandalise, Lauriane Mounier-Faro, Éric Landau. Je vous laisse chacun vous présenter. Samuel, juste, vous ouvrez votre micro et puis vous faites un petit mot de présentation avant que j'aborde les chiffres. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Samuel Dien, donc avocat associé au sein du cabinet Goutel, Alibert et Associés, et par ailleurs maître de conférence à l'université de Nîmes. Et je travaille plutôt effectivement sur les questions de prévention du risque en général et du risque pénal en particulier. Merci. Lauriane? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Lauriane Mounier-Faro, donc je suis la directrice de l'association des maires de la Haute-Savoie et par ailleurs présidente de l'ANDAM. Alors, cet acronyme qui veut dire Association nationale des directrices et directeurs d'associations de maires. Voilà, une association de professionnels. Alors, je ne suis pas experte sur le sujet, néanmoins, c'est un sujet de la déontologie, la probité qu'on a évoqué au sein de l'ANDAM avec les collègues. Et voilà, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Merci. Élise? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis universitaire, maîtresse de conférences de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et par ailleurs, j'exerce les fonctions de référent déontologue pour les agents publics depuis plusieurs années, depuis 2018. J'ai été désignée par le Centre de gestion du Rhône. Et désormais, j'exerce aussi, depuis le 1er juin dernier, j'exerce les fonctions de référent déontologue de l'élu local, là encore, désigné par le CDG 69, qui mutualise ces 2 fonctions avec plusieurs autres centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, je préside le comité de déontologie et d'éthique de la métropole européenne de Lille. Voilà. Très bien, merci. Amaury? Oui, bonjour à toutes et à tous. Amaury Brandalise. Moi, je suis directeur des assemblées, des achats et de la sécurité juridique au département de la Gironde, où je suis également référent déontologue agent, puisqu'on a un collège déontologie des élus. Et je suis également auteur avec Anne Guérin d'un guide pratique sur le référent déontologue des élus, où on a essayé de concilier une approche juridique et puis une approche pratique, parce que c'est un sujet qui monopolise beaucoup nos collègues des services des assemblées en ce moment. Merci. Éric? Bonjour à toutes et à tous, Éric Landau, avocat. Nous sommes un cabinet d'avocats d'une trentaine d'avocats. Nos clients ne sont que des collectivités publiques. Et donc, évidemment, on travaille énormément, mon confrère du cabinet Goutal et associés, pour ces questions-là. Par ailleurs, les questions de conflit d'intérêts étaient mon sujet de thèse de doctorat, donc c'est un sujet
m'occupe et me poursuit et me hante depuis fort longtemps. Voilà. Et par ailleurs, je suis un peu bavard en bouquins, réseaux sociaux, etc. Donc, vous m'avez peut-être déjà compris. Bien, merci à tous. Donc là, je vais commencer par la présentation des chiffres avec quelques précisions méthodologiques. Premièrement, nos sources. Quelles sont nos sources pour établir ces statistiques? Il y en a 3. Il y a tout d'abord les déclarations de sinistres que nous recevons à SMAC Assurance, puisque la SMAC assure les élus et les fonctionnaires à titre personnel, et puis également les collectivités territoriales. Alors quand je dis à titre personnel, c'est pour leur risque juridique qu'ils encourent dans l'exercice de leurs fonctions. Et on assure également les collectivités territoriales. Donc chaque année, on reçoit nécessairement un certain nombre de déclarations de sinistres où des élus, des collectivités, des fonctionnaires territoriaux sont mis en cause pénalement. Donc ça, c'est une source. La deuxième source, ce sont les bases de données de jurisprudence auxquelles nous sommes abonnés. Donc on fait une veille évidemment sur ces bases de données. Et enfin, la troisième source, c'est également une source très importante, c'est une veille sur la presse, puisque en général, lorsqu'un élu fait l'objet d'une mise en cause pénale, c'est rare que ça ne fasse pas l'objet d'un article de presse, notamment dans la presse quotidienne régionale. Donc là, il y a aussi un gros travail de veille. Alors je profite de l'occasion pour saluer le travail de l'ombre d'une équipe derrière. Je ne suis pas le seul à contribuer à ce recensement. Donc il y a Claire Claes-Guillaumont, qui est documentaliste à la SMAC, qui fait une veille sur ce sujet. Et on a aussi également Sandrine Dubreuil, qui est active sur le sujet. Et Sandrine, c'est elle également qui fait la veille juridique sur la revue de presse, sur les revues de presse mensuelles que vous pouvez voir sur le site de l'Observatoire. Donc voilà. Et puisqu'on est dans les remerciements, je voulais aussi saluer le travail qui a été fait de refonte du site de l'Observatoire avec 3 personnes qui ont été maîtres d'œuvre sur le sujet, avec Christelle Paulet, donc du service informatique, Georgiane Stantiou-Gelou de la communication et Nicolas Voué. Et enfin, pour le rapport annuel, merci à Marina Tellier et Émilie Fleuriot qui ont aussi œuvré pour mettre en forme ce document qui, sans cette mise en forme-là, serait très indigeste. Déjà, vous savez qu'il est déjà relativement épais, mais s'il n'y avait pas ce travail de mise en forme, effectivement, ça serait très, très, très compliqué. Donc, un grand merci à elle. Dans les précisions également que je voulais apporter sur les compléments, toutes les résumés de décisions de justice qui servent à l'établissement de nos statistiques sont en ligne sur notre site. Donc, vous pouvez les retrouver. Dans le rapport annuel, évidemment, vous les retrouvez année par année. Sur le site internet, vous pouvez remonter aux archives jusqu'en 2009. Donc, vous pouvez également prendre appui sur ces décisions de justice dans vos collectivités, notamment pour déclencher des mécanismes de prévention en la matière. Donc, vous avez accès aux archives jusqu'en 2009. Autre précision importante sur nos chiffres, on le répète, mais il faut le répéter, nos chiffres ne sauraient prétendre à l'exhaustivité. Il y a forcément des trous dans la raquette, il y a des angles morts. Pourquoi ? Tout simplement, la première règle, c'est pas vu, pas pris. Donc, tous ceux qui ne sont pas rattrapés par la patrouille, forcément, ils échappent à nos statistiques. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, même lorsque des procédures sont engagées, il y a des procédures qui passent sous les radars de la presse, des bases de données de jurisprudence, qui ne font pas l'objet de déclarations de sinistre. Donc, cela, on n'en a pas connaissance. D'accord ? Avec un élément plus important s'agissant des fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire que les angles morts sont plus importants pour les fonctionnaires territoriaux dans la mesure où les affaires sont moins médiatisées que ne sont celles des élus locaux. Un élément qui contrebalance cela, c'est que à chaque procédure distincte, nous enregistrons un nouveau dossier. Ce qui veut dire qu'un même élu qui fait l'objet de plusieurs procédures sera comptabilisé autant de fois qu'il fait l'objet de procédures distinctes. D'accord ? L'exemple type, et c'est arrivé encore la semaine dernière, un élu qui est poursuivi au pénal,
qui sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle et qui participe au vote de la protection fonctionnelle, le concernant, il va faire l'objet de nouvelles procédures pour prise illégale d'intérêt, donc 2 procédures distinctes. Et là, pour le coup, effectivement, il sera comptabilisé 2 fois dans nos statistiques, même s'il s'agit du même élu. D'accord ? Et cette année, on y reviendra peut-être tout à l'heure au cours des débats, mais vous savez que la Cour de cassation a rendu un arrêt très important au mois de mars 2023, l'arrêt du 8 mars, puisque là, c'était un élu qui était poursuivi pour prise illégale d'intérêt, qui a pris le soin de ne pas participer à la délibération lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la protection fonctionnelle, mais le procureur a néanmoins engagé des poursuites contre lui pour détournement de fonds publics, estimant que la protection fonctionnelle ne pouvait pas être due. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, forcément, il sera comptabilisé plusieurs fois dans nos statistiques, et donc ce qui peut donner un effet grossissant à nos chiffres. Voilà pour... Ah oui, et dernière précision complémentaire, nous prenons pour référence non pas l'année de la décision, mais l'année de mise en cause. Quand vous voyez nos chiffres, hein, attention à un élément à prendre en compte. Une garde à vue qui a lieu en 2018, le jugement a lieu en 2023. Pour nous, c'est comptabilisé en 2018 et non pas en 2023. Hein. Ce qui veut dire que nous avons une image fidèle à peu près d'un exercice qu'en année N+6, puisque des fois nous avons connaissance d'une affaire à l'arrivée des courses, notamment par exemple lorsqu'il y a un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et ce qui veut dire que rétroactivement nous mettons à jour nos chiffres. Donc pour avoir une image fidèle d'un exercice, il faut attendre N+6. Alors, premier chiffre que je vous présente, c'est le nombre d'élus locaux poursuivis et condamnés par mandature. Bon, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous voyez qu'il y a une hausse qui est significative. Sur la mandature 2014-2020, pour la première fois, la barre symbolique des 2000 élus locaux mis en cause est franchie, sachant que ce chiffre, comme je viens de vous l'expliquer, va encore évoluer à la hausse nécessairement, puisque nous aurons connaissance d'affaires qui concernent la mandature 2014-2020 au cours de ces prochaines années. Sera une augmentation par rapport à la mandature 2008-2014 de 55%. Sur la mandature 2020-2026, donc qui nous intéresse, nous estimons, alors il s'agit d'une estimation. Alors comme toute estimation, nous serons plus ou moins proches de la réalité lorsque nous aurons nos chiffres consolidés. À mi-mandat, nous estimons que ce sont plus de 2300 élus locaux qui vont être mis en cause au cours de cette année, soit une nouvelle augmentation de 15% par rapport à la mandature précédente. Le taux moyen de condamnation des élus locaux, toute infraction confondue, il est de l'ordre de 37,7%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que plus de 6 élus locaux qui sont poursuivis sur 10 bénéficient aussi, au final d'une décision qui leur est favorable. D'accord ? Alors, vous verrez dans le rapport que selon les infractions, ce taux de moyen de condamnation est différent. Par exemple, en matière de diffamation, il est inférieur à 30%. Par contre, en matière de manquement de probité, le taux moyen de condamnation est proche de 50%. Donc, vous voyez que selon les catégories d'infractions, le taux moyen de condamnation ne sera pas le même, puisque les éléments constitutifs des infractions sont évidemment différents. Et puis, par exemple, si on prend le contentieux de la diffamation, c'est un contentieux qui est beaucoup sujet aux nullités de procédure, donc ce qui peut expliquer un taux de condamnation inférieur, effectivement, pour certaines infractions. Si on regarde par année, on avait jusqu'à présent un pic, et c'est toujours le cas, qui a été noté en 2014, hein, vous voyez, avec plus de 400 élus qui ont été mis en cause pour cette année 2014. Année 2014, c'est pas un hasard, c'était une année électorale, hein, avec pas mal de changements de majorité municipale, ce qui a pu conduire les nouvelles majorités à déclencher des procédures contre l'ancienne municipalité. En 2020, nous étions aussi en année électorale. Vous voyez qu'on n'a pas constaté
le même pic. Il y a eu peut-être l'effet Covid qui a amorti cela, parce qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale de manière importante contre les élus locaux suite à la crise sanitaire. Par contre, qui dit crise sanitaire dit moins d'activité, qui dit moins d'activité dit potentiellement moins de procédures, donc ça a pu amortir. Par contre, nous constatons depuis 2019 une reprise du contentieux particulièrement notable en 2021 et 2022, année post-Covid. Et lorsque nos chiffres seront consolidés, donc il faut encore attendre un peu, nous pensons que les exercices 2021 et 2022 se rapprocheront du pic constaté en 2014. On n'y sera pas complètement, mais on n'y sera pas loin. On devrait être sur un nombre d'élus mis en cause supérieur à 400 élus locaux, ce qui veut dire plus d'un élu local mis en cause chaque jour. Le taux de mise en cause des maires, toute infraction confondue, il est de 2,8%, 2,80%. Alors, on a un taux de mise en cause qu'on calcule pour l'ensemble des élus locaux, il est de 0,351%. Donc, on voit bien que les maires et les chefs des exécutifs locaux, de manière générale, sont plus exposés que ne le sont l'ensemble des élus locaux, ce qui est normal compte tenu de leur fonction. Pour les chefs des exécutifs locaux, ce taux de mise en cause, il est de 2,48%. Alors, on calcule quand même un taux de mise en cause global à l'ensemble des élus locaux parce que les élus d'opposition et un conseiller municipal lambda peut aussi engager sa responsabilité pénale. Le deuxième et le troisième motif de mise en cause pénale des élus, c'est respectivement les atteintes à l'honneur, donc tout le contentieux de la diffamation, et les atteintes à la dignité, tout ce qui est injure, harcèlement, discrimination. Et là, vous retrouverez également des élus d'opposition. D'ailleurs, un élu d'opposition a également été condamné pour manquement au devoir de probité cette année pour prise illégale d'intérêt parce qu'il a participé au débat concernant le vote de la protection fonctionnelle à un maire qui portait plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Donc là aussi, vous voyez que même pour manquement au devoir de probité, un élu d'opposition peut également être concerné. Mais il est vrai que dans l'ensemble, les chefs des exécutifs locaux sont par essence plus exposés que ne le sont les conseillers municipaux sans délégation. Alors, quels sont les motifs de poursuite contre les élus locaux sur les 3 dernières mandatures? Ouais, pas de surprise pour ceux qui suivent le contentieux pénal des élus locaux depuis plusieurs années. On retrouve sur le podium les manquements au devoir de probité, ils sont encore en hausse et nous pensons malheureusement qu'ils seront encore en hausse sur la mandature 2020-2026 de manière assez conséquente. Ensuite, le deuxième contentieux, c'est tout le contentieux des atteintes à l'honneur. Donc les atteintes à l'honneur, c'est diffamation, dénonciation calomnieuse. Et enfin, les atteintes à la dignité complètent la troisième marche du podium. Avec donc là, c'est ce que j'expliquais, tout ce qui est harcèlement moral, injure, discrimination. Un point à relever, sur la mandature 2014-2020, les poursuites pour violences involontaires arrivent en 6e position derrière les violences volontaires. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'élus qui ont été poursuivis pour violences volontaires sur la mandature 2014-2020 que d'élus qui ont été poursuivis pour violences involontaires. Néanmoins, un point à observer, c'est que s'agissant des violences involontaires, vous savez qu'il y a eu la réforme Fauchon de la loi du 18 juillet 2000 concernant les infractions non intentionnelles. On est revenu, lorsqu'on regarde nos statistiques, à un niveau similaire à celui que nous observions avant l'adoption de la loi, s'agissant des mises en cause et des condamnations d'élus de ce côté-là. La semaine dernière, je le mentionne parce que ça avait été évoqué lors du colloque de l'Observatoire. Vous avez un élu des Pyrénées qui a été condamné suite à un drame survenu lors d'une fête organisée par le comité des fêtes avec une dame
qui est tombé dans la rivière, qui avait consommé de l'alcool lors de la buvette et qui est tombé dans la rivière avec sa petite fille, et la petite fille est décédée. Et donc le président du comité des fêtes a été poursuivi et condamné, et le maire également a été poursuivi et condamné, ce qui a suscité un peu d'émoi parce que lui, il n'était pas présent. Et bon, voilà. Alors, j'ai pas eu encore copie du jugement, mais effectivement, il y a ce volet de la responsabilité pénale non intentionnelle qui reste, on voit statistiquement marginal, mais qui reste prégnant quand même. S'agissant des fonctionnaires territoriaux, pour les fonctionnaires territoriaux, vous voyez que nous sommes sur des proportions bien moins importantes que celles constatées pour les élus locaux. Néanmoins en hausse, hein, par rapport à la mandature 2008-2014. Nous avons recensé plus de 1000 fonctionnaires territoriaux mis en cause sur la mandature 2014-2020, soit une augmentation de 26% par rapport à la précédente mandature. Et nous anticipons également, alors là aussi, hein, c'est une estimation donc qui reste à consolider, une nouvelle augmentation de plus de 30% sur la mandature 2020-2026. Vous voyez que on devrait avoir, si nos chiffres se confirment, plus de 1300 fonctionnaires territoriaux qui devraient être mis en cause au cours de cette mandature. Le taux moyen de condamnation des fonctionnaires territoriaux, vous voyez qu'il est légèrement inférieur à celui constaté pour les élus locaux. Il est de 36,1 contre 37,7 pour les élus locaux. Mais là aussi, hein, selon le type d'infraction, comme je le disais tout à l'heure, ce taux moyen de condamnation est différent selon les catégories d'infraction. Alors, par année, vous voyez que jusqu'à présent, on avait une progression un peu linéaire, contrairement on n'a pas constaté de pic en 2014 pour les fonctionnaires territoriaux. Vous voyez que jusqu'à présent, on avait le maximum avait été atteint en 2016, autour de 200 fonctionnaires territoriaux mis en cause. Les données observées pour l'année 2021 nous laissent présager que ce pic devrait être dépassé largement donc, au cours de l'exercice 2021. Et nous estimons que ce sont plus de 250 fonctionnaires territoriaux qui ont été mis en cause au cours de cette mandature lorsque nous aurons des chiffres consolidés sur cet exercice. Et l'année 2022 se situe également à des niveaux supérieurs à ce que nous avions constaté jusqu'à présent. Donc la hausse que nous constatons pour les élus, elle se note également pour les fonctionnaires territoriaux. De manière générale, vous voyez qu'en valeur absolue, il y a 2 fois moins de fonctionnaires territoriaux qui sont poursuivis par rapport aux élus locaux. Et si on rapporte à l'ensemble de la population des fonctionnaires territoriaux, il y a 2 millions de fonctionnaires territoriaux à peu près, le taux de mise en cause pénale des fonctionnaires est 7 fois moins inférieur à celui constaté pour les élus locaux. Pour les motifs de poursuite, sur les 3 dernières mandatures, c'est moins marqué que pour les fonctionnaires, pour les élus locaux, les 3, hein, mais par contre, les manquements devant probité, comme pour les élus locaux, arrivent en tête à la fois des motifs de poursuite et des motifs de condamnation, et c'est de manière très largement. Hein. Donc c'est vraiment les manquements devant probité qui constituent le premier motif de poursuite et de condamnation des élus locaux comme des fonctionnaires territoriaux, et ce de manière assez marquée. Un point de vigilance particulier pour les fonctionnaires territoriaux, sur la mandature 2014-2020, les violences sexuelles et outrages sexistes constituent le 3e motif de poursuite et le 2e motif de condamnation des fonctionnaires territoriaux. Alors quand on dit violences sexuelles et outrages sexistes, donc ça peut être des outrages, hein, des mots déplacés. Ça peut être du harcèlement sexuel et pour les cas les plus graves, ça peut être des agressions, voire des viols. Dernier slide. Sur les collectivités territoriales, là aussi, nous constatons une hausse des poursuites contre les collectivités territoriales personnes morales, avec donc 210 collectivités territoriales qui ont été mises en cause sur la mandature 2014-2020,
soit une progression de 50% par rapport à la mandature 2008-2014. Et nous estimons là aussi que ça devrait continuer à augmenter sur la mandature 2020-2026. Un taux moyen de condamnation qui est relativement faible, vous voyez, qui est inférieur à 30%, lorsqu'on le met en rapport de ce que l'on constate pour les élus locaux et pour les fonctionnaires territoriaux. À cela, il y a une raison juridique assez précise, puisque vous savez que les collectivités territoriales ne peuvent engager leur responsabilité pénale que s'agissant des activités susceptibles de délégation de service public, ce qui peut conduire effectivement à ce que le juge ne retienne pas la responsabilité de la collectivité qui a été poursuivie. Voilà pour ces chiffres. Alors ce que je propose, c'est que nos intervenants puissent apporter leur première réaction et puis nous pourrons prendre ensuite des questions de la salle. Je vois qu'Amaury lève la main, donc je lui laisse la parole. Merci Luc. Très brièvement, bon, ces chiffres sont vraiment très intéressants. Peut-être commencer par dire, prévenir les gens qui nous écoutent que c'est pas un baromètre qui, à mon sens, mesure l'état de la probité de nos élus en France, mais qui mesure le niveau de mise en cause et le niveau de condamnation. C'est le grand intérêt de ce baromètre, c'est sa profondeur historique, puisqu'il remonte à 1995, et l'état du droit en 1995 n'est pas le même que celui de 2015, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquaient en 1995 et en 2015. Ce qui signifie que des actes qui étaient condamnables, qui sont condamnables aujourd'hui, ne l'étaient pas à l'époque, c'est un des facteurs, à mon sens, qui peut expliquer la progression des condamnations. Une deuxième chose aussi, c'est que cette progression des mises en cause et des condamnations révèle, à mon sens, à la fois l'accroissement du dispositif normatif, presque 10 lois sur la dernière décennie, mais aussi l'efficacité des acteurs en charge du signalement et du contrôle des actes de nos élus. Nos élus sont beaucoup plus observés. Il y a des lois sur la transparence, il y a des oppositions qui sont actives, il y a des CRC qui mettent au programme de leur contrôle la question de la probité. Donc ça débouche très logiquement sur des mises en cause et parfois sur des condamnations qui sont plus fréquentes. Troisième chose, tu l'as bien dit Luc, c'est que ça concerne effectivement plus les élus de l'exécutif. Ça, c'est une donnée importante à avoir en tête. Ils sont plus exposés, tout simplement parce qu'ils sont en charge, ils sont aux manettes, et notamment sur les questions de recrutement de marchés publics. Donc c'est très logiquement qu'ils fassent plus l'objet de signalement. Et dernière chose, pour pas être trop long, la vertu pédagogique de ces chiffres, ça a été dit, il faut bien insister là-dessus, c'est que certes, 40% presque 40% de condamnation, mais on sait tous que pour un élu, le simple fait d'être mis en cause constitue un préjudice d'image qui est extrêmement important et qui est très compliqué à réparer derrière. Donc ces statistiques permettent d'améliorer la prise de conscience sur ces sujets-là, sur le fait qu'il faut mettre les sujets de prévention sur la prise égale d'intérêt et de prévention sur les atteintes à la probité à l'agenda des collectivités. Merci. Eric ou Lauriane, oui. Oui, merci Luc. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Amaury Brandalise sur le fait que le dispositif juridique exerce un contrôle plus étroit sur les élus, sur le fait que les élus sont beaucoup plus observés, avec des oppositions plus actives. Et là, effectivement, on le constate, nous, au quotidien, dans les associations de maires, avec des oppositions qui sont bien plus virulentes qu'avant, avec des difficultés, des conflits dans les conseils comme on n'en a jamais vu sur les mandats précédents. Et ces chiffres aussi, pour moi, ils révèlent quelque chose de clair, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup plus de mise en cause.
de condamnation, pardon, mais des mises en cause qui sont de plus en plus nombreuses et qui révèlent le fait que les élus donc manquent d'informations, hein, pour revenir sur, Mmh. ce qu'a dit, Amaury, Randalise. Manque d'informations, voilà, clairement et nous, on le constate au quotidien quand on fait les formations pour les élus. Ils tombent un peu de leur chaise quand on leur, explique, bah, tous les risques potentiels auxquels ils doivent faire face et toutes les précautions qu'ils doivent prendre et il y en a 90 pour pas dire 98 qui sont vraiment très étonnés quand on leur explique tout ça et qui étaient pas du tout informés et qui nous disent: «Mais, comment ça se fait que personne me l'a dit?» Voilà et alors le référent déontologue, on va en parler tout à l'heure, Mmh. c'est un outil de prévention, mais qui, à mon sens, ne fera pas ce travail de sensibilisation des élus en amont, hein. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais, Merci préciser. Lauriane. Éric, je vois que tu as levé la main. Oui, merci. C'est effectivement tout à fait passionnant dans la lignée des rapports précédents, hein, de l'Observatoire de la SMACL. Et il me semble qu'on voit des continuités et des ruptures qui sont passionnantes. La continuité, c'est au-delà d'une stabilité relative du nombre de condamnations, petite évolution quand même, on a une explosion du nombre de mises en examen et tous les praticiens connaissent ce qui se passe encore en amont. C'est une explosion bien plus grande encore des enquêtes préliminaires avec ou sans médiatisation et Mmh. vous avez bien raison les uns et les autres de souligner l'expression de préjudice d'image qui est très juste sur ce point avec l'utilisation qui est faite. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que les oppositions aujourd'hui n'hésitent plus à utiliser le pénal, même elles en sont en recherche, en filtre. D'ailleurs, j'ai parfois des élus que j'ai connus d'opposition qui sont aujourd'hui la majorité et qui tout d'un coup vivent différemment la banalisation de l'outil pénal. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est que aujourd'hui, un service de police ou de gendarmerie, un parquet, se dit que quand un élu est concerné, ou un cadre territorial, mais surtout un élu, il ne peut pas ne pas faire d'enquête préliminaire pour peur, sinon il va se faire accuser d'avoir étouffé l'affaire. Inversement, quand nous sommes côté l'utilité publique plaignant contre une entreprise ou que sais-je encore, là on attend longtemps le début de l'enquête préliminaire, mais c'est un autre sujet. Ceci dit, il y a quand même des éléments de rupture. Il y a d'abord une meilleure connaissance, une meilleure information référendataire, on en parlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on continue, notamment dans le monde rural, à avoir une méconnaissance de ces questions-là, mais il me semble quand même qu'il y a une progression très nette par rapport à que je faisais des formations dans les débuts des années 90 là-dessus, et également dans le monde rural, puisqu'à l'époque je bossais à l'AMF. Il me semble qu'il y a quand même une évolution, mais c'est vrai que dès qu'on est dans le monde rural ou les petites villes, le manque d'information demeure net. Dans les villes, ça se discute. Mais ce qui me semble tout à fait frappant, c'est qu'on s'attendait il y a 10 ou 15 ans à avoir une explosion des cas d'infraction de harcèlement ou d'infraction de négligence ou d'imprudence, que sont le homicide, blessure involontaire, pollution, qui restent quand même relativement stables, et que ce qui explose évidemment, ce sont les questions d'atteinte à la probité, mais enfin c'est quand même beaucoup des bêtises en favoritisme ou en prise égale d'intérêt, avec dans le même sac, on le sait tous, des vrais crapules et des gens qui ont été imprudents, ce qui est un vrai problème. Et de ce point de vue-là, on n'a toujours pas d'exfiltration de cas bénins vers d'autres formes qui pourraient être soit la contreventionnalisation, soit de la responsabilité devant la Cour des comptes, qui est un espoir qu'on a tous eu, hein, que la Cour des comptes pourrait avoir un effet sanctionnateur sur ce qui sont des infractions que l'on pourrait dire ne pas être pénales lorsqu'il n'y a pas tel ou tel paramètre, et là, de ce point de vue, c'est un échec. Autre élément, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on a un remarquable outil par cet observatoire, par sa longueur et par son regard, mais que cela ne montre pas la probité ou pas des élus ou des cas territoriaux, mais ça montre ce que l'on voit. Et on voit plus qu'avant, et on a plus de recours qu'avant, etc.
Et de ce point de vue-là, je voudrais dire quand même qu'il ne faudrait pas, j'imagine que parmi nous, on a 2-3 cadres territoriaux qui se disent bah ouais, les élus sont moins honnêtes que les cadres territoriaux. Soulevons un biais quand même de cette comparaison qui n'est pas ce que tu as dit, Luc, hein, mais qu'il ne faudrait pas que l'on ait. C'est que, évidemment, que la prise illégale d'intérêt va être plus commise par des élus que par des cadres territoriaux, puisque d'une part, ils sont moins formés, et surtout, ils ont leur vie perso. C'est-à-dire on sait très bien que le cas classique de l'article 432-12 du Code pénal, prise illégale d'intérêt, ça va être l'élu qui est adjoint au sport parce qu'il travaille dans le sport, c'est l'adjoint à la culture parce qu'il travaille dans le monde de la culture, et que, évidemment, du coup, il va être, ou tout simplement, il a sa vie perso, il va travailler sur l'urbanisme, mais il a des biens dans la commune, ben oui, évidemment, et que donc, il est quand même plus facile d'entraîner des régimes de déport ou de séparation quand on n'a pas l'imbrication entre vie perso et électif que l'on a quand on est élu. Et ça, c'est quand même important. Je veux dire une dernière chose, après, promis, je me tais, sur la prise illégale d'intérêt, il y a une chose que, par rapport au début des années 90, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est qu'on avait encore beaucoup d'élus qui étaient dans une affirmation très, très, très macho, je suis responsable. Donc l'idée même, surtout dans un secteur qu'on connaît, d'entraîner une procédure de déport était une atteinte à leur souveraineté, à leur virilité, à leur affirmation de leurs compétences. Non, je ne me défonce pas, voilà, la poitrine face à l'ennemi. Bon, c'est très mignon, c'est très, très film de guerre, mais c'est une connerie juridiquement. Et donc, nous sommes enregistrés. C'est une erreur juridique. Et donc, et ça change. C'est-à-dire que l'idée de dire j'en crée une procédure de déport pour ne pas me faire soupçonner de quoi que ce soit est quelque chose qui progresse chez ceux des élus qui viennent d'organisations complexes, qui travaillent dans des administrations, dans des entreprises où ils ne sont pas le seul chef et où de toute manière le travail se fait en collectif. Pour l'élu, notamment dans le monde rural, qui est dans des plus petites structures, qui est lui-même artisan, exploitant ou professionnel libéral, hein, ça touche nos métiers aussi, mais qui est le seul à mettre à bord, il y a moins ce réflexe qui est entré dans certaines couches de la société et pas d'autres. Et il me semble que c'est un biais que moi je crois constater qui me semble important. Merci Eric. Élise, je crois que tu as levé la main. Oui, merci Luc. Moi, je rejoins ce qui a été dit précédemment par mes collègues, hein, et notamment ce que vient de dire Maître Landau. Le taux de poursuite a augmenté, mais je suis persuadée que le nombre de manquements, notamment de manquements au devoir de probité, lui, n'a pas augmenté. Et parce que je suis optimiste, j'aurais même tendance à penser qu'il connaît une baisse, parce qu'il y a une prise de conscience, en tant que référent déontologue, j'en suis témoin, il y a une prise de conscience très très forte au niveau des élus et plus généralement au sein des collectivités. Et finalement, si la hausse du taux de poursuite, si le taux de poursuite augmente, c'est sans doute, comme le disait Amaury, parce qu'il y a beaucoup plus, les auteurs de signalements se sont multipliés, démultipliés même. Alors, il y a les auteurs de signalements institutionnels. Amaury évoquait les CRC, il y a aussi l'AFA, la HATVP qui utilise l'article 40. Ça serait intéressant de savoir si l'article 40 du Code de procédure pénale, je pense qu'il est plus mobilisé qu'autrefois. Il y a aussi bien sûr les signalements faits par des élus de l'opposition, hein, mais je crois aussi, et là je pense aux agents plus particulièrement, pour lesquels le taux de poursuite augmente aussi, même s'il est moindre que pour les élus. On assiste à une véritable prise de conscience dans les collectivités. Alors c'est vrai que, comme le disait Maître Landau, les agents par rapport aux élus sont protégés par l'interdiction du cumul d'activités. Ce qui les protège contre le délit de prise illégale d'intérêt 432-12, mais il y a le délit de prise illégale d'intérêt suivant l'exercice des fonctions de pantouflage, c'est-à-dire l'article 432-13. Jusqu'ici, il n'y avait pas de condamnation sur le fondement de cet article. Je pense que ça va venir. Parce que là encore, on voit que des collectivités qui ignoraient totalement l'existence de ces règles encadrant le cumul et la création d'entreprises et le départ vers le secteur privé, désormais déploient des mécanismes, des process pour respecter l'état du droit. Et puis, j'avais une deuxième remarque. On voit aussi, si on regarde les chiffres à l'envers, on voit aussi que tous les élus ne sont pas mis en cause.
Oui, tout à fait. Et beaucoup d'élus ne sont pas mis en cause. La majorité des élus ne sont pas mis en cause. Tout à Et fait. je le dis parce que, comme on vient de changer de gouvernement, et que, voilà, vous savez que, a été nommée, une ministre qui est mise en examen. On a pu entendre dire dans les médias, dans les discours que, c'était normal pour un élu d'être poursuivi. Finalement, c'était quelque chose d'incontournable. Ça a été dit, hein. Non, il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas poursuivis, qui ne le sont jamais, qui ne le seront jamais. C'est quand même important de le redire. Être poursuivi pour prise illégale d'intérêt, c'est pas quelque chose de normal dans la carrière d'un élu. Et c'est pas quelque chose d'inévitable pour un élu. Il y en a plein qui évitent ce type de poursuite. Et on peut les en féliciter. Merci Voilà. Élise. Oui, bah, c'est ce qu'on répète, hein, gare au retour du tous pourri. Effectivement, nos chiffres démontrent le contraire, hein, de manière très, très nette. Et je rebondis juste sur ce propos avant de donner la parole à Samuel qui n'a pas encore parlé, c'est que effectivement, comme ça a été souligné, attention parce que nos chiffres, quand on dit par exemple manquement de probabilité élus condamnés, un exemple très concret, vous avez 4 élus d'une commune du sud-ouest de la France qui ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt pour le vote d'une malheureuse subvention de 250 € à une association qui a organisé la fête de la poterie. Est-ce qu'ils ont porté atteinte à l'intérêt général? Non. Ça serait passé devant le juge administratif. Le juge administratif n'aurait sans doute rien trouvé à redire parce que l'association poursuivait également l'intérêt général. Pour autant, formellement, l'infraction a été caractérisée. Bon, ils ont été condamnés avec dispense de peine, certes, mais voilà, ils rentrent dans nos statistiques, ils viennent gonfler nos statistiques. C'est 4 élus, mais qui manifestement n'ont pas été malhonnêtes. Samuel? Oui, merci Luc. Oui, beaucoup de choses ont été dites et bien dites, mais pour revenir à la question initialement posée, sur les chiffres, d'abord peut-être insister sur la progression toujours permanente des mises en cause au titre du devoir de probité. Et je pense que ça va pas s'arrêter là. Très clairement, Amaury l'a dit, je le vois nous au cabinet, sur la moitié des dossiers en pénal aujourd'hui sur les manquements au devoir de probité, la moitié viennent d'un signalement du parquet de la Chambre régionale des comptes qui a signalé à son homologue du parquet pénal. Donc, on a là une voie d'approvisionnement du juge pénal qui est extrêmement efficace. D'autant plus, et vous l'avez vu, le 18 janvier dernier, la Cour des comptes est venue poser ses nouvelles orientations de contrôle pour les prochaines années et apparaît dans les 10 thèmes retenus par la Cour des comptes, mais qui, vous le savez, vont se décliner auprès des CRC. Au premier chef, la lutte contre la corruption, et ensuite les passages entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, quand j'ai entendu que 432-13 allait être largement mobilisé, je ne peux qu'acquiescer parce qu'on voit déjà une tendance sur 432-13 extrêmement élevée, mais là, ça va, à mon sens, encore plus se marquer. C'est également, rappelons aussi, alors je sais bien que charité bien ordonnée commence par soi-même, mais je rappelle que le garde des Sceaux actuel a signé en octobre 2020 une circulaire de politique pénale qui visait à donner comme instruction aux parquets et aux parquets généraux, à côté de la lutte contre les violences intrafamiliales et la lutte contre la radicalisation, insister lourdement sur les poursuites pour les atteintes à la probité des agents publics et des élus. Donc là aussi, les parquets sont aussi aujourd'hui sensibilisés. Alors, c'est tant est qu'ils suivent un peu les orientations du ministre, ça c'est un autre débat. Mais là-dessus, il y a vraiment, à mon sens, une tendance lourde sur les risques d'atteinte à la probité. Deuxième observation sur les fonctionnaires, l'importance des violences sexuelles qui, à mon sens, va aussi augmenter dans les prochaines années. Non pas parce que les fonctionnaires seront plus sensibles à ces infractions-là qu'auparavant, mais là aussi, on a des dispositifs qui commencent à produire leurs effets. Je fais évidemment référence au dispositif de signalement des alertes sexuelles, harcèlement moral, harcèlement sexuel de la loi du 6 août 2019, dont on commence à voir au disciplinaire, en tout cas, les premiers effets, avec énormément de mise en cause sur ces questions-là. Et avec le temps pénal qui n'est évidemment pas celui du temps disciplinaire, on va avoir dans les prochaines années, là aussi, à mon sens, une augmentation sur ce sujet. Dernière petite observation sur la faiblesse de la responsabilité pénale des personnes morales. Luc, tu l'as bien dit, effectivement, les conditions légales actuelles de mise en cause de la responsabilité d'une personne morale sont assez restrictives, pardon.
Je rappelle qu'il y a aussi 2 propositions de loi actuellement en débat à l'Assemblée, une qui vient du Sénat, une qui a été portée par des députés, assez similaires d'ailleurs sur le contenu, s'inspirant beaucoup d'ailleurs des propositions de l'AMF opérées en novembre 2023, et qui viserait justement à élargir la responsabilité pénale des personnes morales en supprimant la condition de l'activité délégable. Donc, on a aussi peut-être sur les prochaines années une tendance à une mise en cause plus large de la responsabilité pénale des personnes morales qui, sur un certain nombre d'infractions, me semble-t-il, serait beaucoup plus adaptée en termes de répression qu'aller rechercher la responsabilité individuelle. Ce qui, en creux, nous amènera peut-être à réfléchir aux conséquences que pénalement on pourrait tirer au titre d'une responsabilité pénale des personnes morales élargie, de l'absence de mise en place d'outils de prévention interne, un petit peu comme sur le modèle de ce que la loi Sapin 2 a mis en place pour les entreprises, avec le délit d'absence de mise en place d'un programme de conformité. Donc il y a aussi, on le voit, un certain nombre d'évolutions potentielles sur les champs de mise en cause de responsabilité. Dernier aspect, et je m'arrêterai là, il a été effectivement mis en avant qu'il y a un delta important entre mise en cause et condamnation. On a tous pensé effectivement que la mise en cause, c'est aussi un risque lié à la réputation, indépendamment de la décision finale qui sera adoptée par le juge pénal. Pour l'avoir vécu encore récemment, et c'est extrêmement pénible à gérer, mais pas autant pour que celui ou celle qui en est victime, c'est que la mise en cause aussi a des effets désastreux du point de vue personnel, psychologique. Et ça, il faut que vraiment les élus, les agents aient conscience que on peut fanfaronner. Je reprendrai à mon compte les propos de mon confrère Orlando sur la manière dont les élus peuvent parfois encore, même si ça se réduit, affronter le risque de manière extrêmement virile. La réalité, c'est qu'une fois que tu reçois la convocation et que tu passes quelques heures à confesse, déjà en audition, quelques-uns commencent un petit peu à mollir et puis se rendent compte que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, avec le soir quand je rentre à la maison, voir si je ne vais pas recevoir une nouvelle convocation pour une nouvelle audition. Enfin, c'est vraiment extrêmement dur à vivre psychologiquement. Et là-dessus, les agents sont souvent extrêmement désarmés parce que pour beaucoup, ils sont très éloignés de la responsabilité pénale. Les élus décident, moi, je n'ai pas de pouvoir de décision, je ne risque rien. On le voit très bien que la détention d'un pouvoir de décision n'est absolument pas un critère que retient le juge pour écarter ou retenir la responsabilité. Quel est le rôle que j'ai eu dans le processus décisionnel, même si ce n'est pas moi qui ai signé. Et les fonctionnaires, là aussi, tombent souvent de très haut. Et là, les dégâts psychologiques sont assez dévastateurs. Merci. On prend 1 ou 2 questions du chat, Marina? Oui, alors on en a plusieurs. Je vais remonter un peu parce qu'on en a eu pas mal. Il y avait donc Soraya Issop Mamodé qui demandait: est-ce que cela viendrait pas du fait que nos élus ne suivent pas de formation prévue pour eux par les associations des maires? Là, je pense que c'est une question pour Lauriane qui pourra répondre, même si je peux aussi apporter un complément. Écoutez, en tout cas, nous, celles qu'on propose, ils les suivent, mais sur 300 communes ou 400 communes ou 500 communes selon les départements ou plus, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à même de couvrir tout le territoire et c'est pas forcément la formation qui est très populaire en début de mandat. Voilà, on la propose en début de mandat, ça marche pas trop. On la repropose tout au long du mandat en sensibilisant par ailleurs et on arrive à avoir un peu de monde, mais voilà, il y a un travail beaucoup plus large à faire en matière de formation pour qu'ils aient déjà l'intention et l'envie de venir suivre ce type de formation qui n'est pas forcément très rigolote. Et par contre, ce que je trouve, et j'ai constaté comme Eric, je ne sais pas si, parce que là, nous sommes plusieurs à intervenir régulièrement, c'est que dans les questions qui sont posées, on voit que le sujet est devenu quand même une préoccupation, alors qu'à une époque, ça pouvait être plus. Moi, il me semble que voilà, il y a une évolution quand même. Après, effectivement, il y a encore une marge de progression, hein, mais je trouve que dans l'ensemble, au travers ils sont beaucoup plus réceptifs. Et souvent, alors par rapport à la prise égale d'intérêt, mais là aussi c'est un constat qui est partagé, je pense, c'est qu'ils tombent des nues quand ils s'aperçoivent de toute l'étendue du champ de l'incrimination, hein, parce qu'ils n'ont pas nécessairement conscience, effectivement, lorsqu'ils s'engagent dans leur mandat, notamment par rapport au vote des subventions aux associations, que ça peut les placer en difficulté.
Oui, je le rejoins Maître Lando sur, les villes et le rural. Dans le rural, il y a quand même moins de prise de conscience, même si effectivement ça tend à progresser et les relations avec les associations, c'est effectivement très compliqué. Mmh. Voilà, surtout dans les petites communes où on se demande s'il ne devrait pas y avoir une petite dérogation dans les petites communes parce que, voilà, tous les élus sont impliqués dans tout dans les toutes petites communes. Donc c'est vraiment très compliqué, hein, Oui, à à y gérer. échapper. Mmh. Une autre question, Marina? Alors une autre question, donc s'agissant de l'augmentation des condamnations pénales prononcées à l'encontre des personnes morales de droit public, ne pensez-vous pas que celle-ci est causée par une interprétation extensive par les juges des dispositions de l'article L121-2 du CP et plus précisément d'une confusion entre la qualité de représentant visé par celui-ci et celle de préposé, pardon. Et je crois que Éric Landau avait déjà commencé à répondre dans le chat à cette question. Ton micro est coupé, Éric. Oui. En fait, non, j'avais répondu, je répondais en fait aux interventions des uns et des autres, plus qu'à la question qui était immédiatement avant. Ah, pardon. Donc, non, je ne répondais pas sur ce point. Après, le point de savoir, mais ça rejoint ce que vient de dire Madame Mounier. Alors, sur les formations, la première formation que j'ai fait là-dessus en 92, c'est mon côté, je suis l'ancien combattant là. On donnait des catalogues d'infractions et les gens avaient envie de déposer leur démission ensuite. Aujourd'hui, pas seulement nous, tout le monde, tous autant qu'on est, on a appris maintenant à leur dire voilà comment éviter les pièges, voilà comment ne pas y tomber. Mais il continue à y avoir un vrai problème, c'est que c'est perçu comme étant comment je gère la crise, comment je gère presque une garde à vue, et puis de toute manière, ça ne m'arrivera pas à moi, et pas du tout comme un calibrage des dangers. Donc l'idée de dire que la prise égale d'intérêt, ça se gère quand je gère ma composition, mon équipe, en fonction y compris des délégations qui ont été données, mais des mandats associatifs, effectivement, que je vais enlever tel truc de délégation, ce n'est pas intégré. Luc, tu as évoqué la loi Fauchon du 10 juillet 2000, tu as bien raison. Combien d'élus vont calibrer leurs mesures de police administrative ou d'organisation en fonction de ce point de savoir si une norme est obligatoire par la loi règlement ou pas, est-ce que je suis la cause directe du danger ou pas, alors que ça devrait être ce qu'il devrait faire, ça n'est pas intégré. Donc, on a tous dans nos formations, on est passé du risque à comment je protège, mais dans la gestion quotidienne, calibrer les délégations et les actions en fonction de ces risques n'est pas encore intégré. C'est presque dans les formations auprès des DIRCAB et des DG qu'il faudrait presque que l'on agisse plus. On a tous le réflexe de jouer sur les formations aux élus. En début de mandat, la même formation, on leur parle de leur statut, des fonctions du conseil municipal et tout, c'est passé, c'est oublié tout de suite. C'est presque au niveau, encore une fois, des agents qu'il faudrait agir. Sur l'évolution des infractions, je suis très intéressé par ce qui a été dit par mon confrère Diens, parce que effectivement, je constate comme vous une augmentation très intéressante des concussions, des 432-13, des concussions sur les années de régime des militaires, notamment des agents ou des élus. En revanche, l'infraction sexuelle, moi j'ai un tassement, mais j'ai été trop long, je me tais. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprendra peut-être des questions en fin, mais il y a quand même une deuxième séquence là qui est importante, c'est sur les lois du 11 octobre 2013 dont on a fêté les 10 ans l'année dernière et sur le référendantologue. Donc la première question, vous retrouverez des réponses de nos experts présents ici dans le rapport annuel sur le sujet. Néanmoins, il nous a semblé intéressant d'organiser un petit échange entre eux sur le sujet. Donc la première question qui leur a été posée, c'est quel bilan font-ils de 10 ans d'application des lois relatives à la transparence de la vie publique? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et nous avons convenu de donner la parole en premier sur cette question à Élise. Donc Élise, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, bien sûr. Merci, Luc. Oui, donc quel bilan des lois de 2013 ces lois de 2013 adoptées au lendemain de l'affaire Cahuzac ont initié un grand chantier de réforme et à mon sens, elles marquent une rupture
sensibles, en tout cas de mon poste de référent déontologue. Désormais, elles ont réussi à faire de la prévention des conflits d'intérêts une priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien avant, et ce n'est pas au pénaliste que tu es, Luc, que je vais apprendre que la prise égale d'intérêt est sanctionnée depuis bien plus longtemps. On n'a pas attendu 2013 pour la sanctionner dans le code pénal, Et 1810, 1810 même, 1919 pour 432-13. Donc ce sont des infractions anciennes, les obligations et les sanctions sont prévues depuis bien longtemps, mais depuis 2013, on a profondément renouvelé le système de contrôle, de prévention et de contrôle des manquements au devoir de probité. Tu évoquais les lois de 2013 plus précisément, qui ont donné naissance à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais derrière ces lois de 2013, il y a eu un effet comme une vague, avec notamment la loi Sapin 2 qui a créé l'AFA, l'Agence française anticorruption, les lois de 2016 et de 2019 concernant la fonction publique, qui ont supprimé donc l'ancienne commission de déontologie de la fonction publique et rénové totalement ce qu'on appelle les contrôles déontologiques dans la fonction publique. Donc, ces lois ont bouleversé le cadre institutionnel de prévention et de contrôle. Ça ne veut pas dire que les manquements à la probité ont disparu, les chiffres montrent bien que non, mais elles ont suscité une vigilance accrue, une prise de conscience chez tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, les agents des services des assemblées, les agents qui travaillent dans les collectivités, les agents de direction, les référents déontologues, tout le monde s'y est mis. Et ça crée une synergie sous l'égide d'une haute autorité qui a vocation, et j'espère qu'elle ira plus loin dans ce rôle de HATVP, qui a vocation à devenir une sorte de tête de réseau de la déontologie. Voilà. Élise, est-ce qu'il y a des réactions, Samuel, Lauriane, Eric ou Amaury, sur ce sujet des... Oui, Amaury? Oui, je partage largement les constats d'Élise. Je pense qu'il faut se dire qu'en France, on a quand même un dispositif normatif qui est quand même très complet par rapport à beaucoup de pays. On a toujours une tendance en France à s'auto-flageller. Je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez abouti, d'assez complet. Et même, excuse-moi de t'interrompre, je crois le plus complet, dans l'édito qu'a fait dans ton livre, le conseiller d'État, alors j'ai oublié son nom. Sauvadet. Voilà, il le dit, qu'on a un Sauvadet. dispositif qui est le plus complet, sans doute le plus complet au monde. Oui, tout à fait, qui est très complet. En même temps, une grande complexité, parce que tout ça, c'est construit par sédimentation, et qu'il faut en plus ajouter tout ce qui relève de la jurisprudence pénale. Le juge pénal a une très grande importance, on l'a vu notamment sur les aspects mise en pratique du déport, je sors ou pas de la salle des assemblées. Donc il y a une prise de conscience côté élu et côté collectivité, que ce sujet il est extrêmement important. Maintenant, ce qui se cherche, c'est par quel bout on le prend. Et je dirais, dernière chose, c'est qu'on est un peu à un carrefour, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu une pause sur la sédimentation législative. Faut plutôt aller vers quelque chose qui soit plus lisible. S'il y a des nouvelles lois, c'est pour simplifier, pour rendre les dispositifs beaucoup plus lisibles, beaucoup plus faciles à approprier de la part des élus et des services des assemblées. Et plutôt que de légiférer en ajoutant de la contrainte, il faut mettre l'accent maintenant sur la pédagogie. Et je rejoins tout à fait ce que disait Élise sur le rôle de la HATVP comme tête de réseau pour faire de l'animation au niveau national. Et il y a sans doute des choses aussi à construire au niveau local, à l'échelle de bassin de vie, départemental, régional, et faire vivre des réseaux qui permettent de mutualiser les bonnes pratiques, les retours d'expérience, et faire de la formation. Merci. Samuel, tu avais levé ta main, je ne sais pas si... Non, Amaury a anticipé un petit peu sur ce que je voulais dire, mais je rejoins effectivement sur l'idée d'une pause. Sur l'idée d'une pause dans les réformes, je crains que ce ne soit qu'un vœu pieux, puisque hier encore a été annoncé un nouveau dispositif, un nouveau projet de loi
en cours de préparation dans les services du ministère des Finances et qui aurait vocation effectivement, alors à poser la question. Alors, Amaury et Madame Untermeyer le disent de manière très pudique, et qui vise quand même à réinterroger le rôle de la HATVP et en creux le rôle de l'AFA, de l'Agence française anticorruption. Donc il y aura, à mon sens aussi, une question pour savoir comment institutionnellement on organise la probité et la déontologie. Faire de la HATVP la tête de réseau, la tête de pont, c'est une chose. Mais je note aussi que l'action de l'Agence française anticorruption peut-être est-elle moins visible, mais peut-être a-t-elle fait avancer, me semble-t-il, la prise de conscience des enjeux d'atteinte, de prévention des atteintes à la probité, peut-être au moins aussi rapidement que la HATVP, ne serait-ce parce que quand l'AFA débarque dans des métropoles ou dans des départements comme on a eu l'occasion d'accompagner, ça accélère la sensibilisation, à la fois la sensibilité et la sensibilisation. Donc, je pense qu'il y a effectivement un système à articuler parce que trop de structures peuvent conduire à ce que parfois on ait des positions un peu différentes sur tel ou tel sujet et on a vraiment besoin de cohérence sur ces sujets-là. On est tous pénalisés tous les jours des différentes interprétations, et Luc, tu le rappelais, sur des situations similaires entre le juge pénal et le juge administratif. Mais il y a aussi à mobiliser l'ensemble des outils mis à disposition et surtout avoir une action qui se révélera la plus cohérente possible pour ne pas avoir plusieurs chapelles effectivement sur le domaine de la probité et plus largement de la déontologie. Merci. Est-ce que Lauriane... Ah, Eric, tu veux intervenir? Oui. Ton micro est fermé. C'est ma souris qui s'était mise en grève et qui ne voulait pas rejoindre le décliquage des trucs. Je partage tout ce qu'a dit mon confrère à une réserve près. Je ne suis pas à titre personnel pour une pause législative. Mais en fait, sur le fond, on va se rejoindre. J'ai encore l'optimisme délirant d'espérer que la correctif de la loi sur la confiance en justice, qui a modifié l'article 432 du Code pénal avec un coup d'épée dans l'eau total, ce qui est presque pire. Je continue à espérer que l'on pourra avoir une correction sur ce point, consistant à ne taper sur les gens que quand réellement l'intérêt public est lésé, matériellement ou moralement, même si en ouvrant moralement, on laisse le juge faire ce qu'il veut derrière, mais c'est un peu le jeu du pénal. Deuxième chose, on a évoqué l'extrême complexité. Si on peut regrouper, fusionner certaines infractions et en clarifier certaines, je pense effectivement à la concussion, je pense au pantouflage, ça serait quand même pas idiot. Procéduralement, je ne puis qu'applaudir quand on dit qu'il faudrait renforcer le rôle de l'autre autorité pour l'intention de la vie publique ou autre. Donc, ça serait pas idiot de renforcer leur rôle institutionnel sur un certain nombre de points, peut-être même les agréments de certaines associations requérantes, mais là c'est un tout autre sujet, même s'il est important. Voilà. Et donc là, il y aura des ajustements. On a évoqué l'AFA. C'est très bien, l'AFA, c'est complet, c'est pédagogique, tout ce qu'on veut. C'est un peu lourd et parfois un peu théorique. Et on ferait des contrôles AFA ou des grilles AFA plus légères, adaptées aux petites collectivités, quitte à rendre ces contrôles obligatoires, que ça serait un complément à l'institution du déontologue. Ça serait, je le dis d'autant qu'il ne s'agit pas de récupérer des missions, le rôle de l'avocat reste en appui sur ce genre de mission, mais quand je commence à dire à des villes moyennes qui ont des problèmes à régler, bon, à la limite, calez-vous sur une procédure AFA, ils me disent, vous êtes gentil, mais 80 ou 100 000 euros avec un truc un peu théorique, non. Et accessoirement, n'oublions pas la petite corruption, celle qu'on n'arrive pas à identifier. Les grosses boîtes ne vont plus faire de corruption, mais elles savent que pour entrer dans telle collectivité, il faut faire appel à tel sous-traitant local qui, lui, aura du cash à donner à l'agent qui est en charge de la voirie sur place. Et ça existe. Et ça s'identifie non pas par des procédures de type AFA, ça s'identifie tout simplement
par un suivi informatique de qui fait quoi, quelle est la moyenne des prix pour identifier les anomalies. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça n'est pas assez mis en place. Merci. Élise, excuse-moi, mais comme on doit avancer, je vais juste, on va aborder les 2 autres questions, et je vais donc, lancer, Lauriane. Quel est ton regard, Lauriane, sur, le dispositif du référendologue qui pour les élus, hein, locaux, qui est obligatoire depuis, le 1er juin 2023 après un décret paru en 2022? Bon, alors c'est un sujet, sur lequel on a pas mal travaillé dans les associations départementales parce qu'on était face à des collectivités qui n'étaient pas informées de cette nouvelle obligation, qui ne savaient pas trop comment faire pour répondre à cette obligation. Du coup, pas mal d'associations de maires et de centres de gestion se sont mobilisés sur le sujet pour proposer des référents déontologues. Donc on est un peu allé à la pêche aux référents déontologues, ce qui n'était pas chose facile, avec le devoir de neutralité et cetera. Alors, ce qu'on constate, c'est que là où il y a eu, des propositions un peu mutualisées de la part d'associations de maires ou de centres de gestion ou les 2 en partenariat, on a des collectivités qui ont largement délibéré, pour désigner les référents qui étaient proposés. Quid des autres, voilà, des départements où il y a pas de proposition? Voilà. Mmh. On a l'AMF, hein, qui a proposé une liste nationale de référents, heu, voilà, pour l'ensemble du territoire, pour les collectivités qui auraient pas de solution. Donc, voilà, c'est une piste, mais quid des départements où il y a aucune structure qui a pris un petit peu les choses en main? Donc voilà, ça c'est une vraie question qu'on se pose. Moi, je suis pas convaincue par l'efficacité de ce dispositif de prévention. Alors c'est un petit plus parmi tous les autres choses qu'il faudrait faire pour sensibiliser les collectivités. Pourquoi je suis pas convaincue? Parce que, bah, déjà on a des chiffres, hein. On le constate, hein, depuis le 1er juin 2023. Moi j'ai fait une petite enquête auprès de mes collègues, hein. J'ai eu une trentaine de réponses, suite à cette petite enquête. Assez peu de sollicitations, hein. Nous, en Haute-Savoie, par exemple, hein, on a 2 référents déontologues. Ils ont été saisis 11 fois en tout et pour tout. Voilà, certains départements, il y a eu très peu de saisines, voire pas du tout depuis le 1er juin. Donc je suis pas s alors les collectivités ont répondu à l'obligation. OK, elles ont désigné, elles ont pris leur délibération. Mais si c'est pas suivi de pédagogie, de sensibilisation, de formation, elles ne vont pas s'emparer du dispositif. Et là, c'est pour moi, je fais un parallèle assez classique avec, le fameux DPO, hein, ou DPD, délégué à la protection des données, qui est obligatoire dans les collectivités, qui a été désigné dans un certain nombre de collectivités, mais qui voilà, qui s'il n'y a pas de pédagogie sur cette thématique de la protection des données, ça n'avance pas. Et puis, quelque chose qui, à mon sens, est un peu contre-productif avec le référent déontologue, même si encore une fois, hein, c'est quand même une avancée intéressante à condition qu'elle soit, suivie de pédagogie et cetera. C'est la question de l'instrumentalisation du référent. Parmi les remontées qu'on a, des collègues, hein, des autres associations départementales notamment, qui ont des élus qui saisissent le référent, on voit qu'il est aussi un peu, saisi par des élus de l'opposition qui ne saisissent pas pour eux-mêmes, mais qui saisissent pour savoir si le maire, il a bien fait les choses. Alors ça, le texte ne nous dit rien. Donc le référent, y répond, hein, il peut pas contrôler, hein, de toute façon, mais pour moi, c'est un vrai sujet parce que ça peut susciter encore plus de mise en cause par, des élus qui ont eu une réponse, qui leur allait bien, voilà, et qui vont du coup, s'attaquer à un autre élu, et c'est la collectivité qui paye au final en plus, hein, le référent déontologue. Donc pour moi, ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas réglé et qui voilà, qui mérite d'être approfondi. Instrumentalisation du référent, mais on a une référente qui va peut-être témoigner sur ce sujet. Merci Lauriane. Élise?
Oui, merci Luc. Je vais réagir sur ces 3 points. D'abord, sur la mise en place du référent déontologue par les collectivités. Effectivement, il y a eu un oubli de la part du législateur. C'est de ne pas prévoir que les centres de gestion étaient compétents pour, ou au moins à titre facultatif, pour proposer un référent déontologue aux collectivités de leur territoire. Donc, certains centres de gestion se sont emparés de cette compétence en considérant que cela rentrait dans leurs compétences facultatives. Et donc, là où les centres de gestion se sont saisis de cette compétence, les choses se passent très bien et on compte, là, moi, je suis référente déontologue pour le CDG 69 qui mutualise avec plusieurs départements de la région Aura. La liste n'est pas encore à jour, hein, puisque c'est encore un tout petit peu tôt pour dresser le bilan. Le référent déontologue est entré en vigueur le 1er juin, mais j'ai été déjà désignée comme référent déontologue par, on va dire, près de 1500 collectivités. Donc, là où ça pose problème, c'est quand le centre de gestion n'a pas voulu se saisir de cette compétence. Et vous savez que la Direction générale des collectivités locales a publié un rapport, enfin une note en juillet en affirmant que les centres de gestion n'étaient pas compétents pour proposer un référent déontologue. Donc, ceci étant, cette note n'a aucune valeur juridique, mais ça a effrayé un certain nombre de centres de gestion, malheureusement. Et voilà, on parlait de pause législative. Je pense que ce serait quand même bien de prévoir dans la loi que les centres de gestion peuvent proposer un référent déontologue parce qu'ils font un travail énorme. Il s'agit de proposer des modèles de délibération, de se faire signer des conventions à des centaines et des centaines de collectivités. C'est un travail de gestion administrative qui est titanesque et que les centres de gestion ont l'habitude de faire. Donc voilà, moi je plaide vraiment pour la compétence des centres de gestion. Il faut qu'elle soit affirmée les centres de gestion ont prouvé leur capacité à mettre en place ce type de dispositif pour le référent déontologue qui existe déjà depuis plusieurs années pour les agents. Dans la fonction publique territoriale, ça marche bien ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'il y a les centres de gestion derrière qui portent le dispositif. Deuxième point, sur l'efficacité du référent déontologue, évidemment, je ne suis absolument pas d'accord. Par contre, je vous rejoins, Madame Mounier, sur le fait que le référent déontologue, c'est qu'un tout petit élément, un tout petit maillon de la chaîne dans un ensemble plus vaste de mesures à mettre en œuvre pour lutter contre pour prévenir les manquements à la probité. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le référent déontologue va devenir une espèce de responsable probité de toutes les collectivités, va mettre en place leur cartographie des risques, leur plan de formation, etc. etc. C'est qu'un tout petit élément. Donc, c'est une figure très modeste, ce référent déontologue. Cependant, je pense qu'il est efficace. Alors, moi, j'ai plein de questions. Moi, je n'ai pas été sollicitée par vous. En tout cas, vous évoquiez un certain nombre d'éléments dans votre bilan. Moi, j'ai plein de questions. Alors, attention, on ne se pose pas des questions de déontologie tous les jours. Quand on est maire, quand on est conseiller, quand on est élu local. Et puis, il y a des questions qu'on résout tout seul, sans avoir besoin de solliciter le référent déontologue. On cherche la réponse sur Internet ou on en parle avec nos interlocuteurs habituels, les collègues, les autres élus, le maire, les agents de direction. Il y a plein d'interlocuteurs et c'est seulement quand la question est problématique ou quand on veut préserver une confidentialité qu'on va se tourner vers le référent déontologue. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas des milliers de questions chaque jour qui soient adressées au référent déontologue. Ceci dit, moi, j'en ai chaque semaine. J'en ai chaque semaine sur, je pourrais peut-être, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'en ai chaque semaine, évidemment, beaucoup sur la prévention des conflits d'intérêts, mais aussi sur la réception des cadeaux, sur la possibilité de bénéficier d'un logement social. Enfin, tout y passe, tout. Voilà, je suis submergée de questions. Donc, je pense que ça répond à un besoin réel de la part des élus. Aussi bien des grandes villes, des grandes collectivités que des petites communes, je dois le souligner. Et puis enfin, sur l'instrumentalisation, c'est une réflexion effectivement très importante. Dans un premier temps, je vous avoue que moi, ça me faisait un peu peur d'être instrumentalisé. Les textes ne ferment pas la porte, ils ne précisent pas que le référent ne peut être saisi que par un élu qui l'interroge sur une question qui le concerne à titre personnel. Donc, je crois que justement, il ne faut pas avoir peur d'être instrumentalisé parce que le référent déontologue, il doit répondre en droit, apporter des éléments juridiques et donc il a vocation à pacifier, à apaiser
c'est déjà ce qui se passe dans la fonction publique. On sent parfois qu'il y a un conflit derrière la question posée par l'agent. Et en fait, la réponse structurée, argumentée du référent déontologue va permettre d'apaiser. Et puis, si elle n'apaise pas, parce qu'effectivement, il y a un problème, il y a une atteinte à la probité qui est caractérisée, allons-y. Le référent déontologue aura joué un rôle dans la caractérisation de ce manquement. Mais pourquoi pas après tout? Et donc, finalement, tout ça pour dire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être instrumentalisé. Allons-y. Eric, tu avais levé la main? Oui, je serai court. Moi, je trouve que c'est une excellente chose que ce déontologue, parce que ça nous donne un petit peu d'intervention en amont, ce qui aide à identifier les choses, et que ça aide à ne pas faire que du curatif. Mais plusieurs choses. Un, je continue à penser que les taux de vacation fixés ne sont pas assez élevés au regard de la complexité des dossiers. Deux, je suis révulsé, en dépit de ce qu'a dit à juste titre tant la DGCL que nous tous, je suis extrêmement agacé de voir que dans pas mal de collectivités, l'habitude s'est prise que le référent déontologue soit l'avocat de la collectivité. L'intérêt de l'élu de la majorité n'est pas forcément l'intérêt de la personne morale qui le conseille. Et si l'élu est de l'opposition, on est à peu près certain que l'intérêt ne concorde pas. Donc, voilà. Et puis, mais c'est 80 €, mais c'est pas grave, maître, on vous passera une commande à côté d'études pour le compte de la collectivité sur le même dossier. Il y a des bases de conflit d'intérêts dans notre métier comme dans la morale la plus élémentaire. Je voulais signaler ce point. Et Dieu merci, c'est également la position de à peu près tout le monde et de la DGCL. C'est malheureusement pas la position de certaines collectivités et de certains confrères, ce qui, à mon avis, peut entraîner du pénal d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, quelques précisions combinées à une revalorisation des rémunérations seraient la bienvenue. Et quand je parle de revalorisation de rémunération, comme je ne le suis pas, ce n'est pas pour moi que je suis en train de plaider. Merci. Merci. Amaury, alors on prend une dernière question. C'était, on a fait un sondage. Alors c'était un sondage qui a été réalisé au mois de mai et juillet, donc c'était une période où encore les collectivités n'étaient pas encore toutes prêtes. Néanmoins, le chiffre peut interpeller. Il y avait 70% des collectivités interrogées qui ont répondu qu'elles n'avaient pas encore désigné de référent déontologue élu. Alors on peut espérer que depuis, ce chiffre a diminué et que plus de collectivités sont à jour. Néanmoins, quel conseil tu donnerais pour une collectivité qui ne s'est pas encore inscrite dans ce dispositif pour l'inciter à y entrer? Alors, je crois qu'il y a très vite deux écueils en fait auxquels à contourner et auxquels il faut répondre. Il y a un premier écueil qui est le risque d'avoir une espèce de déontologie à deux vitesses avec les grosses collectivités qui ont les moyens de mettre en place un référent déontologue et l'immense majorité des collectivités qui sont des communes et des communes du monde rural et qui sont très démunis en ce moment, qui sont perdus en termes d'ingénierie, en termes de moyens financiers, parce que ça a un coût, en termes de profils disponibles également pour être référent déontologue. Donc là, le conseil pour moi, c'est la mutualisation, absolument, c'est l'union fait la force. L'échelon départemental, l'échelon territorial départemental me semble intéressant, parce que là, on est à l'échelon départemental, des gens qui se croisent et se recroisent, que ce soit au niveau des intercommunalités, des communes ou des conseils départementaux. Donc c'est important d'avoir une mutualisation et des approches qui soient convergentes pour des populations qui vivent sur le même bassin de vie. C'est important également donc de mutualiser les départements, de mutualiser les bonnes pratiques, les conseils. Comment mettre en place des déclarations d'intérêt, comment mettre en place des arrêtés de déport, comment faire des démarches de sensibilisation des élus et des comités de direction générale. Nos collègues en collectivité sont en attente d'outils très concrets
des réponses très pratiques sur comment monter ces dispositifs, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement le temps ni les moyens. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième écueil, et moi qui m'inquiète, et c'est aussi un des sujets de l'ouvrage que j'ai publié avec Anne Guérin, c'est la diversité des doctrines, notamment sur la doctrine de déport. Aujourd'hui, il y a une assez grande diversité, on va la qualifier comme ça, des approches. On a une doctrine de la HATVP, on a une doctrine de la DGSCL qui n'est pas la même. Donc moi, ça m'interpelle énormément d'avoir déjà deux doctrines. Nous avons proposé une doctrine également avec un souci d'une approche pratique dans notre ouvrage avec Anne Guérin. Donc c'est extrêmement important de faire converger ces doctrines, et ça on le fait par des webinaires comme on l'a aujourd'hui, par des échanges du réseau, des référents, des experts et des praticiens sur les questions de déontologie, pour faire que face à des mêmes situations, on ait les mêmes conseils qui soient donnés à nos élus. Voilà. On ne pourrait pas comprendre que un élu qui est à la fois élu municipal et en même temps siège dans un conseil départemental et des conseils différents de la part de son référent déontologue au niveau de la municipalité et du référent déontologue au niveau du département. Ça n'est pas possible. Il faut faire converger les choses. Donc là, il y a un travail de convergence sur lequel, à mon sens, il y a une responsabilité au niveau de la HATVP sans doute, au niveau national, pour faire converger les choses, mais aussi nous-mêmes, au niveau local, avons cette responsabilité, que les référents se rencontrent et que cette démarche soit animée au niveau institutionnel, c'est-à-dire que les présidents d'exécutifs, les présidents de maires, les présidents d'intercommunalités disent à leurs référents, parlez-vous, réunissez-vous et essayez de faire converger vos pratiques face aux mêmes situations afin que nos élus aient les mêmes réponses, les mêmes conseils face aux mêmes situations, sinon on a un risque qui est important. Tu n'as pas mis ton micro, Luc. Merci. Lauriane, je vois que tu as réagi dans le chat. Si tu veux partager ta réflexion à l'oral. Non, mais je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait de mutualiser le service au niveau départemental. Alors, les CDG, il y en a qui, effectivement, ont déjà des référents déontologues pour les fonctionnaires. Après, les associations de maires, on a des services juridiques, hein, on travaille sur ces questions-là depuis longtemps. On conseille déjà les élus et d'ailleurs, ils continuent de nous solliciter. Alors nous, on essaie maintenant de les diriger vers les référents déontologues. On joue le jeu, hein, pour justement que nos référents déontologues ils soient saisis, qu'il y ait un cercle vertueux qui se crée. Donc on essaie de diriger nos collectivités en leur disant maintenant vous avez un référent, allez-y, sollicitez-le. Donc voilà, pour dire à Élise que je ne suis pas du tout contre ce dispositif, hein. Je dis que c'est efficace, ça a un intérêt, mais que voilà, je ne suis pas encore convaincue pleinement. Mais on essaie de créer ce cercle vertueux, mais qu'on accompagne de tout un tas de choses. Et on reste présent pour les élus de toute façon via nos services juridiques, hein. Toutes les associations de maires quasiment ont des services juridiques, enfin pas toutes, mais presque, et peuvent assister les élus sur ce sujet. Mais on a besoin d'un fondement législatif, oui, pour pouvoir exercer ce service plus efficacement, ouais, c'est clair. Samuel, quel est ton regard, toi, sur le référent déontologue? Très belle fonction, mais moi je serais moins dans la recherche, ou en tout cas dans l'appréhension de l'instrumentalisation. Moi je pense qu'il faut faire extrêmement attention, c'est une question de légitimité de la fonction aussi. Le texte ne l'interdit pas, mais il me semble que l'esprit quand même qui préside à la fonction de référent déontologue reste une réponse de nature individuelle sur une situation qui concerne l'élu qui la pose, voilà une question personnelle. Donc, je pense qu'on peut faire œuvre collective sur l'éthique publique et sur la probité avec d'autres leviers que le déontologue. Le déontologue, c'est quelqu'un qui doit répondre à une question de nature individuelle. Et on arrive assez fréquemment à déceler lorsqu'on est sur une question qui intéresse effectivement l'individu ou lorsqu'on passe plutôt sur une question qui va intéresser le maire pour effectivement savoir s'il a bien agi ou s'il aurait fallu se déporter et derrière avec les conséquences que je vais en tirer.
Voilà, moi, c'est peut-être le seul point de réserve que j'aurais. En revanche, on parle beaucoup des CDG. Moi, je suis convaincu que la structure qui a vocation à jouer un rôle énorme là-dessus, c'est l'AMF et les associations départementales de maires. Je pense que c'est vraiment connaissance de ce public-là, un peu moins que les centres de gestion, qui, à mon avis, a vocation à assurer une diffusion qui soit là aussi la plus cohérente possible de ce dispositif-là. Non pas que les CDG ne fassent pas bien le travail, on a ici évidemment une référente déontologue qui n'est plus à présenter, mais la réalité, c'est que, me semble-t-il, quand on parle d'élus, c'est bien que chaque structure reste dans sa filière, et il me semble que c'est quand même aux assos de maires, avec évidemment un rôle de pilote et de mise en cohérence de l'association nationale. Mais les assos départementales, à mon avis, ont un grand rôle à jouer sur la diffusion du dispositif et sa mise en œuvre, singulièrement sur les communes de petite taille. Marina, est-ce qu'on a des questions dans le chat qui peuvent... Alors, on a déjà dépassé de 10 minutes, excusez-nous. Donc, juste une ou deux questions et puis on clôturera la réunion. Il y a pas mal de réactions, plus que de questions. Je vais essayer de voir si j'en trouve une. J'en vois une. Est-ce qu'un syndicat peut solliciter le déontologue d'un CDG missionné pour le compte d'une commune par un agent de cette collectivité? Ah, c'est plus... Élise, oui, je vois que tu as la main. Ton micro, il n'est pas ouvert. Ton micro est fermé, Élise. Pardon, je n'ai pas eu le réflexe. Oui, c'est bien du référent déontologue des agents dont il est question. Est-ce qu'il peut être saisi par un syndicat, c'est ça? Je pense que c'est le sens de la question. Oui. Oui. Alors, moi, je considère que non. Je décline ma compétence. Lorsque ça m'est déjà arrivé d'être saisie officiellement par un syndicat en tant que référent déontologue des agents, je décline ma compétence parce que la loi dit tout agent a le droit de consulter un référent déontologue, c'est pas tout syndicat. Mais par contre, je décline ma compétence, mais ça n'empêche pas un membre du syndicat de me poser la question ensuite à titre personnel depuis son adresse à son nom, son adresse mail à son nom, et donc j'apporterai quand même un élément de réponse. Mais voilà, symboliquement, je ne réponds pas officiellement à un syndicat. Merci. Et mes homologues, je pense, pour avoir échangé sur cette question avec d'autres homologues désignés par des centres de gestion, je crois qu'on est à peu près tous sur la même ligne. Très bien. Marina, il n'y avait pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Après, c'est des réactions. Mais... Non, mais très bien. Mais écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nos intervenants de s'être rendus disponibles. Donc, le rapport annuel, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger en ligne. Pour l'édition papier, il faudra encore attendre un peu, mais il y aura une édition papier qui est prévue d'ici 3-4 semaines. Début avril, nous referons un webinaire. Nous vous communiquerons les dates pour faire un retour sur le colloque, mais avec l'actualité qui est intervenue depuis sur le sujet du colloque, donc qui concernait notamment la réforme de la responsabilité financière des comptables publics, les mises en cause pénales des élus et les agressions aussi dont sont victimes les élus. Donc il y a eu quelques évolutions depuis, qu'elles soient jurisprudentielles ou législatives. Donc le but, c'est pas de refaire le colloque, mais c'est juste de refaire un focus sur les nouveautés introduites depuis le colloque sur ces différents sujets. Merci à tous et puis bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.